Salut, c'est Amélie de Hilo. Aujourd'hui, on s'entretient avec Marie Gosselin et Laura Boutet de Du Jour. Du Jour, qui est une entreprise de courtage alimentaire qui accompagne déjà plusieurs belles marques d'ici, dont Mamzelle, Signé Caméline, Le Ciel, Top Glacier, Une Touche d'ail. Et on est présentement notamment à La Souche de Stoneham, qui est aussi un de leurs clients. Donc, on avait envie de les entendre sur leur relation entrepreneuriale mère-fille, les défis que ça occasionne, puis les opportunités aussi. Puis les entendre notamment au niveau des défis qu'elles rencontrent dans l'accompagnement qu'elles offrent auprès des marques agroalimentaires d'ici en ce qui concerne la commercialisation. Donc, sur ce, bonne écoute. Bien, salut les filles! Merci de nous rencontrer aujourd'hui. Merci à vous autres. Ça fait plaisir. On était curieux, en fait, d'en apprendre un peu plus sur le parcours. Vous avez une nouvelle entreprise ensemble qui a été fondée l'année dernière, qui a été lancée, qui semble plutôt prolifique et tout ça. On aime toujours ça, connaître un peu l'histoire derrière, d'autant plus que vous êtes un duo mère-fille. Comment ça se passe, l'entrepreneuriat mère-fille? Ça va bien, ça va bien. Ça a des enjeux, mais ça va super bien. Des enjeux comme quoi, par exemple, que vous voyez au quotidien, ou des plus-values aussi, j'imagine que... Oui, ça a des avantages, ça c'est sûr. L'avantage, c'est qu'on a les mêmes valeurs, la même vision. On pense pareil souvent parce qu'on est de la même famille. On est capable de se dire les vraies choses tout le temps aussi. Je pense que c'est un avantage. Bien, les enjeux, c'est d'amener ça plus loin que le bureau, tu sais, de tanner mon fils, puis son père avec nos affaires. Faut pas que ça passe dans les soupers de famille, là. Puis, tu sais, c'est ça, comment vous le vivez au quotidien? Est-ce que vous vous êtes établi certaines limites en vous lançant ensemble qui ont été nommées? Oui, bien, tu sais, c'est sûr que c'est jamais parfait. Tu sais, quand quelqu'un me demande comment c'est se partir en affaires avec sa mère, moi, je dis tout à l'heure, c'est comme te partir en affaires avec ta mère. Tu sais, on n'est pas meilleurs que les autres, puis il n'y a pas de solution magique. Je pense que... Puis aussi, Marie et moi, on a des forces... oui, qui peuvent être complémentaires, mais aussi, on a fait on a fait un test de personnalité. Ah oui? Puis les deux, on a comme action dans le fond, là. OK. Puis imagination, de créativité également. Fait que, tu sais, les deux, on est vraiment des femmes d'action aussi. Fait que, tu sais, ça fait en sorte que, c'est ça, il faut s'adapter. Puis on s'est fait coacher, on s'est bien entouré. Puis je pense vraiment que ça passe par là pour bien réussir là-dedans. Puis comment c'est perçu dans l'équipe avec laquelle vous travaillez, cette relation-là? Est-ce que vous avez des échos des fois avec... Je pense que c'est de bien définir les rôles et responsabilités de chacun. C'est là où on est capable de vraiment assurer chacune notre terrain de sable. Tu sais, comme Marie est plus au niveau du conseil stratégique avec toute son expérience. Moi, je suis plus dans le day-to-day des opérations. Puis l'équipe le savent. Donc, c'est vraiment par là qu'on est capable d'assurer une bonne crédibilité puis une bonne cohérence. Ben oui, puis tu sais, des fois, c'est drôle parce que les filles, on est une gang de filles, ben ils savent, puis ils trouvent ça bien drôle, tu sais. Puis de temps en temps, Laura lâche un maman, tu sais, devant l'équipe, qui trouve ça tout bien drôle. C'est cute pour le moment, ça passe bien. Là. Excellent. Puis, tu sais, vous parliez des forces et faiblesses, ou les forces complémentaires, en fait, disons ça comme ça. Tu sais, si Laura, t'avais une force à nommer de Marie, ce serait quoi? Marie, ben c'est une femme vraiment d'action. Tu sais, est vraiment comme fonceur. Si on lui donne un projet, ben il va être mis en branle dans genre les 30 prochaines secondes qu'on va lui avoir donné. Là. Fait que ça, c'est vraiment une force de Marie. Puis ça fait en sorte que chaque affaire qu'on discute, ben l'exécution arrive très, très rapidement par la suite. Puis je pense que ça fait notre force aussi dans l'équipe. Ben oui, puis Marie, je vais te renvoyer la même balle par rapport à Laura. Parce que j'allais dire fonceuse. C'est ça, on a fait la même test. Oui, c'est ça, j'allais dire français, mais je dirais, Laura aussi est créative, c'est vraiment une de ses grandes forces. Elle a une capacité d'analyse aussi. Elle a plein de forces. Dans son test de personnalité, là, c'est plein de forces. Mais moi, personnellement, en tout cas, ce qui m'impressionne toujours d'elle, c'est sa capacité à analyser vite des situations, être dans l'action, évidemment. Mais elle a une capacité d'analyse aussi, puis ça, c'est vraiment bien. Puis sa créativité, elle a toujours une idée qui arrive, qui nous surprend, puis qui est toujours le fun, là, différente. Disons. Mais tu as quand même une carrière prolifique, Marie, dans le monde agroalimentaire et tout ça. Est-ce qu'un jour, tu avais pensé que tu aurais parti peut-être une entreprise avec ta fille il y a 10, 15, 20 ans de ça?
Ben, j'aurais pensé que Laura serait entrepreneur. J'ai toujours pensé ça. OK. J'ai toujours pensé Laura est passionnée de l'agroalimentaire. Là, elle a tombé dedans toute petite. Là, je l'ai traînée avec moi dans des salons, dans des congrès depuis bébé. Là, fait que elle a tombé vite dedans. Puis elle aime ça. Fait que je suis pas surprise. J'avais pas pensé à ça il y a 10 ans. Mais c'est un souhait. J'aurais toujours aimé ça, pouvoir travailler de très près avec elle comme ça, oui. Parce que, tu sais, Laura, toi, de ton côté, tu as eu un parcours davantage en marketing, en agence notamment, Ouais. hein, avant de Ouais. fonder Du Jour. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu? Ben oui, 100%. Dans le fond, Marie, on n'en a pas parlé encore, mais elle a débuté chez Savoura. Oui. Fait que Savoura a changé de main quand moi, j'étais à l'université. Puis moi, mon plan, c'était de poursuivre dans l'entreprise de la famille. Donc, quand Savoura a changé de main, moi, je me demandais un petit peu qu'est-ce que j'allais faire et tout. J'avais étudié en marketing. Puis, j'ai décidé de me lancer vraiment dans un domaine que mon entourage connaissait un petit peu moins. Fait que les agences de publicité, j'ai fait ça j'ai fait des comptes autant en gouvernemental qu'en alimentaire et tout. Puis, c'est de là aussi qu'est venue l'idée parce qu'on avait des comptes ensemble, là, Marie et moi, où je travaillais. Puis, c'est là est venue l'idée d'accompagner les marques à exécuter leur campagne aussi en magasin. Puis c'est de cette façon-là que l'idée derrière Du Jour est née. Fait que tu en retires une nouvelle vie maintenant de cette ancienne vie-là. Oui, exact. Puis d'ailleurs, on collabore encore avec les agences, parce qu'eux, ils ont des idées créatives. Puis le côté shopper pour amener la campagne en magasin, nous, on est capable de l'amener. Là, donc, on collabore avec ces agences-là encore aujourd'hui. Bien, tu me fais un beau segue, en fait. Je serais curieuse de vous entendre. Là, on parle Du Jour depuis quelques minutes. Pouvez-vous nous expliquer un peu l'offre de service puis l'entreprise que vous avez créée? Qu'est-ce que vous offrez? Oui, dans le fond, Du Jour, en fait, l'idée derrière, c'est vraiment, comme je disais, d'aligner les ventes au marketing pour nos clients. Puis, nous, à la base, on a un courtier alimentaire. Donc, on a une équipe sur la route qui fait les magasins au Québec, qui parcourt les magasins au Québec, qui s'assure que les produits soient bien positionnés, qui s'assure de parler aux gérants aussi des différents départements, de vendre les produits et tout. Mais tout ça vient de l'idée un peu derrière, puis Marie pourra l'expliquer un petit peu plus en profondeur d'où ça vient, mais derrière Savoura, derrière l'équipe que Marie avait sur la route là, dans le temps avec Savoura, puis la marque qui est née également avec Savoura. Donc, c'était une marque qui était novatrice dans les fruits et légumes. Il n'y avait pas vraiment d'autres marques qui existaient dans cette catégorie-là. Puis, c'est vraiment ça qu'on vient faire, en fait, avec nos partenaires en alignant la marque, en alignant le positionnement de magasin pour être capable de dire, on va développer des nouvelles catégories de cette façon-là. On va passer nos messages autant sur le terrain qu'en dehors du magasin. Puis, de cette façon-là, tout va être intégré. Je sais pas si tu voulais... Oui, c'est ça, un petit peu, le départ, le succès de Savoura, ça s'est fait parce qu'on était la première marque, mais aussi parce que j'avais une équipe de représentants sur la route, puis qu'on était capable d'exécuter notre vision jusqu'au magasin. Je dirais tout le long du parcours, mais jusqu'au magasin. Fait qu'on pense que le succès d'une mise en marché de produits alimentaires, ça passe par plein de choses. Puis ça passe par des bonnes stratégies de vente et de marketing et une exécution au point de vente aussi. Tout à fait. C'est un excellent point puis c'est une excellente offre qui est nécessaire sur le marché. En ce moment, c'est un marché qui bouge beaucoup. On est dans un contexte où, sociopolitiquement parlant, économiquement parlant, il y a beaucoup de défis au niveau des marques. Qu'est-ce que vous voyez sur le terrain en ce moment? Qu'est-ce qui vous marque comme enjeux que les marques qui vont vers vous rencontrent? Oui, il y a des enjeux, mais encore là, il y a des grandes opportunités pour nos marques québécoises. Tout le contexte géopolitique amène les consommateurs à regarder encore plus profondément la provenance de leurs produits, puis d'être conscient de l'importance de l'autosuffisance alimentaire. Fait que ça, c'est un plus pour nos marques. C'est vraiment un plus. C'est certain que le contexte économique, les gens ils ont moins de sous à dépenser. L'épicerie, on l'entend chaque jour dans les journaux. L'épicerie coûte cher, est en augmentation, il y a de l'inflation, etc. Ça demeure un enjeu, c'est sûr, mais je pense que les deux combinés ensemble, puis les marques québécoises sont très nos clients sont très conscients
de la situation économique, puis on arrive à pallier à ça, à offrir des produits très compétitifs au Québec, puis avec une valeur ajoutée en plus. Fait que... Notamment au niveau des produits frais, au niveau des fruits et légumes et tout ça, j'imagine que vous avez aussi cet aspect-là qui prend Oui, plus on a des d'ampleur, clients là. dans les serres, donc, tu sais, ils sont là 12 mois par année, ils ont une qualité, une fraîcheur incontestable, là, si on compare avec ce qui vient de l'extérieur. Fait que, tu sais, par exemple, les produits de Le Ciel, là, on a remplacé les radis dans les magasins en moins de 2 ans. Il y a pratiquement plus d'importation de radis qui viennent du Mexique ou des États-Unis. Fait que cette opportunité-là existe. Puis, ben, je pense qu'on peut davantage continuer à aider les clients, les marques à prendre leur place, là, puis à faire valoir leur valeur ajoutée Si je sur me le trompe marché. pas, vous l'avez fait aussi avec Carotté, les carottes Oui. qui ont aussi pris la place sur le marché Oui. par rapport à ce qui se faisait au niveau des Ouais. produits importés. Oui. Puis d'ailleurs, ça a été quand même médiatisé, tout ça. Ça a été vraiment un bon... c'est arrivé au bon moment. Puis je pense que les bannières aussi, là, l'ont bien valorisé. Donc, ça a été bon pour tout le monde, dans le fond. Puis, tu sais, on a fait chez IGA présentement, il n'y a plus d'ail qui vient de l'extérieur du Québec. Donc, tu sais, on les voit les réussites là, depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans. Cette tendance-là que le consommateur va rechercher des produits d'ici avant tout, à un prix raisonnable, évidemment. On le voit. Puis quand c'est bien pensé au niveau de la stratégie, avec nos clients et nos partenaires, avec les bannières, bien, on arrive à faire quand même des belles choses, là, puis on a des bons résultats de vente. Parce que je vois que, tu sais, il y a une évolution aussi au niveau des bannières, au niveau de la meilleure mise en marché, au niveau des produits locaux. J'imagine que ça aussi, vous avez vu ce changement-là s'opérer dans les discussions que vous avez avec eux sur vos différents projets? Oui, 100%. Puis on en a parlé un peu d'ailleurs là, dans le cadre du bouillon de cette année. Oui. Mais je pense que ça vient, bien, il y a plusieurs aspects. Ça vient autant bien, du consommateur qui veut le retrouver que aussi des équipes d'achat, de mise en marché qui veulent s'approvisionner de plus en plus localement. Je pense que c'est rendu un must en 2026 de se positionner comme bannière qui encourage le local parce que, justement, il y a vraiment une pression, là, puis on le sent. Puis d'ailleurs, nous, on ne voit pas que ça s'atténue là, nécessairement. Pour nous, en ce moment, pour nos clients, là, ça va très bien. Puis dès qu'on contacte quelqu'un d'une bannière puis qu'on leur dit qu'on a un produit local à présenter, on a toujours une bonne écoute, là. Puis c'est autant dans les fruits et légumes. C'est ça, on parlait des produits de serre, on parlait de carotté, mais c'est aussi dans les autres catégories, dans le reste de l'épicerie. Là, on en voit des nouveaux produits arriver sur les tablettes, puis avoir du succès, on en voit à toutes les semaines ou à peu près. Fait que, justement, au Match Dux, dernièrement, j'étais encore épatée de voir la quantité de nouveaux produits qui s'amènent sur le marché, tous des produits innovants d'ici. Fait que, oui, je pense qu'il y a vraiment des belles opportunités en ce moment. Bien de nommer un point aussi intéressant et important, Marie, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de nouveaux produits qui arrivent sur les tablettes. Quand on est un nouveau produit qui arrive comme ça, c'est quoi la clé de la réussite pour se lancer d'un point de vue de la commercialisation, selon vous? La stratégie est vraiment importante. Puis, tu sais, tout débute par une analyse de l'offre, notre compétition, puis du positionnement de notre produit. Moi, je crois vraiment que une entreprise doit faire ses devoirs avant d'aller voir des bannières, puis vraiment faire une analyse approfondie, puis voir le positionnement. Puis, tu sais, si on a fait ses devoirs, puis si on a fait ça, puis qu'on arrive avec le bon positionnement, bien, je pense que c'est ça. Puis je pense pas que les entrepreneurs inventent des produits pour inventer des produits. Et quand ils trouvent des produits, ça répond à une demande, puis c'est ça qu'il faut mettre en valeur après. Puis bien supporter le produit par la suite, parce que de le faire lister dans une bannière, bien, c'est pas gage de succès automatique. Là. Il faut bien supporter le produit par la suite. Et ça a été documenté, là, la montée en flèche de la popularité des bannières à escompte au Québec, notamment. Est-ce que ça a changé votre façon de travailler avec les marques que vous accompagnez? Bien, ça a changé certains aspects. Je pense que c'est... tu sais, il y a des cycles là, aussi là, dans tout ça. Donc, actuellement, bien, c'est sûr que ça prend énormément de place. Il faut adapter nos stratégies autant au niveau du packaging, du prix. En conséquence, actuellement, il y a des formats qui sont un peu plus gros, à moindre prix, qui vont bien fonctionner. Donc, c'est sûr qu'il faut adapter tout ça. Cela dit, je pense quand même
même, tu sais, autant dans les bannières à escompte, il y a de la place pour des marques percutantes, puis il y a de la place pour passer les messages qu'on veut passer. Puis de plus en plus, d'ailleurs, aussi, les bannières à escompte sont à la recherche de produits, de se diversifier aussi, puis de produits à valeur un petit peu plus ajoutée, mais ils veulent quand même avoir le meilleur prix. Fait que c'est là qu'on est capable de quand même profiter, là, dans le fond, tirer profit de cette situation-là. Parce qu'on le voit, là, d'ailleurs, chez, par exemple, l'Obla, bien, la section biologique est en train de se développer. Il y a beaucoup, beaucoup d'offres derrière ça. Donc, c'est pas nécessairement la perception de base là, qu'on avait initialement de l'épicerie, vraiment, où est-ce que ça met juste de l'emphase sur le rabais. Là. Ah oui, tout à fait. Puis, justement, on parle des bannières. On entend souvent les marques qui trouvent ça peut-être des fois un peu difficile de négocier avec les bannières, ou ne savent pas trop comment se prendre, trouvent ça intimidant. Auriez-vous un conseil à donner à ces entreprises-là? Parce que nous, on l'entend beaucoup dans les accompagnements qu'on offre de notre côté. Oui, c'est ça. Bien, ça en fait partie. Non, mais sincèrement, ces démarches-là sont hyper importantes parce que, par exemple, si on ne négocie pas les prix, les marges comme il faut dès le départ et l'entente avec la bannière, bien, ça va nous impacter pendant les années à venir, là. Donc, puis on sera pas capable de faire de promotion. Donc, il va y avoir vraiment des gros impacts. Fait que c'est hyper important de se faire conseiller dans cette période-là, qui est vraiment charnière, d'avoir le bon format, avoir le bon emballage aussi, s'assurer que l'emballage fonctionne également en tablette, que la visibilité soit bonne. Fait que c'est pour ça que c'est hyper important d'intégrer sa stratégie à 100%, puis de se faire accompagner, parce que c'est ça, des exemples, on a vu des bons exemples, on a vu des contre-exemples également. Fait que moi, j'encourage là, vraiment toutes les marques qui veulent se lancer, bien, d'aller chercher de l'aide, là, parce que le réseau, il est quand même attaché. Donc, si on s'implique dans les différentes associations, c'est facile d'aller chercher un mentor, là, puis de l'aide par rapport à ça. C'est ça. Puis, tu sais, je pense que oui, c'est nécessaire. Puis, tu sais, on n'a pas... les marques n'ont pas deux chances là, d'avoir du succès. Ouais. Fait que vaut mieux arriver bien préparé avec le bon produit, le bon format, le meilleur emballage possible qui communique bien. C'est comme la base là, pour avoir une réussite à la fin. Là. Si vous avez nommé certains éléments que vous avez peut-être vus dans le marché ou certaines erreurs qui ont été commises pour le bénéfice des entrepreneurs qui nous écoutent, c'est quoi le classique des erreurs que vous avez vues pour épargner ça à nous? Bien, ça peut être l'emballage, on l'a vu quand même régulièrement. Là, par exemple, un emballage qui ne peut pas rentrer dans la tablette, qui fonctionnait dans des boutiques spécialisées, mais qui ne va pas nécessairement fonctionner en grande surface. Là. Donc, il y a ça. Également aussi, il faut tout le temps penser, quand on met en marché un produit, en termes de catégorie. Donc, dans quelle catégorie je vais me situer? Est-ce que je vais être dans le fruit et légumes? Est-ce que je vais être dans la viande? Est-ce que je vais être dans l'épicerie? Comment? Puis après ça, regarder c'est quoi l'offre, puis comment est-ce qu'on se différencie par rapport à l'offre, parce que dans le fond, c'est de même qu'on veut le présenter, le produit à la bannière. Un autre exemple qu'on voit souvent aussi, c'est ça, c'est des négociations là, au niveau des qui ont été faites là, avec les bannières, que là, finalement, on fait pas beaucoup de sous avec les produits, mais le but derrière ça, évidemment, c'est de faire des sous pour être capable de se développer, puis d'aller en chercher plus, puis d'être capable d'augmenter le volume, d'aller chercher une autre bannière. Donc, je sais pas si toi, t'en avais d'autres. Souvent, là, ce qu'on voit, là, il y a beaucoup de travail à faire, je pense, au niveau en amont, au niveau de comment on va calculer nos marges pour avoir un price point qui soit intéressant, puis s'assurer qu'on garde du budget pour faire des promotions et faire connaître le produit, etc. Fait que ce travail-là, il est souvent pas fait, ou en tout cas, il y a des choses qui sont oubliées, puis on arrive à la fin, puis là, il n'y a plus de marge, là, puis on est prêt avec des produits qui ne sont pas rentables. C'est ça, parce que, tu sais, le point que vous nommez par rapport à faire de la promotion davantage et tout, souvent, c'est perçu comme étant très coûteux. Les marques ne sont pas nécessairement prêtes toujours à investir. Tu sais, qu'est-ce que vous diriez par rapport à cette valeur achetée-là qui est, selon nous, très importante? Mais je serais curieuse de vous entendre, ça. Bien, puis oui, d'ailleurs, c'est souvent ça. Là, en fait, les marques, ce qu'ils veulent, c'est voir que concrètement, ça a un impact. Fait que c'est pour ça que je remets beaucoup l'emphase sur l'importance de intégrer les communications. T'sais, pas faire des médias sociaux puis faire des promotions. Réfléchir à comment est-ce qu'on peut intégrer tout ensemble. Par exemple, si on se positionne dans une bannière, bien, pourquoi pas travailler avec les influenceurs de cette bannière-là, entre autres. Là. Puis, au niveau des promotions, bien, c'est sûr qu'il faut le prévoir dans la structure de prix, dans le budget annuel. Fait que quand on le prévoit d'avance, bien, c'est budgété, puis on est capable d'avoir les marges pour le couvrir, puis on est capable d'être efficace. Fait que c'est ça.
C'est ça, c'est de prévoir le bon financement au départ pour être capable de donner son produit là, puis sans sauter d'étapes ou de choses importantes pour soutenir le produit. Parce que tu sais, souvent, les gens vont dire, ben là, je n'investirai pas pour soutenir mon produit l'année 1, mais c'est l'année la plus importante, finalement. Tout à fait. Exact. J'allais dire, parce que pour les marques, c'est tout le temps le gros step, là. Passer de quelques indépendants ou, tu sais, un peu de backdoor, là, d'épicerie proche de chez nous à vraiment une distribution nationale. Tu sais, c'est vraiment une immense étape qui demande énormément, mais il faut juste vraiment bien la planifier. Ceux qui sont bien planifiés, qui ont un plan de match, puis qui se disent pas, bon, on verra comment les ventes vont évoluer, là, puis on verra comment est-ce qu'on investit, bien, d'habitude, c'est eux qui réussissent. Parce que, tu sais, on parle des marques qui se lancent et tout, mais, tu sais, pour perdurer, la clé, c'est de continuer à s'investir puis de soutenir tout ça. Exactement. Oui, bien, on a aussi des marques qui sont là depuis plusieurs années, là. Puis, tu sais, souvent, c'est très inné de dire, ben là, ça va bien, ma marque est connue, je veux ralentir. Mais, tu sais, McDonald's, Coke, Pepsi font encore de la promotion, puis de la notoriété encore même, tu sais. Fait que, moi, je dis, oui, on peut ralentir, mais si on ralentit, ça va avoir un impact, c'est sûr. Fait qu'au total, tout notre objectif, là, c'est d'avoir des résultats de vente. Nous, on veut avoir des belles ventes, puis on va recommander ce qu'il faut faire pour avoir des belles ventes. Puis ça, du début, l'analyse, la stratégie, mais jusqu'à la fin en magasin, parce que c'est là que ça compte. Bien, en fait, je serais curieuse aussi de vous entendre par rapport à vos rôles respectifs dans l'organisation. Tu sais, Marie, tu as nommé un peu le mentorat tout à l'heure. Tu sais, comment ça se passe entre vous à ce niveau-là? Ben oui, moi, j'adore faire du mentorat. J'adore voir grandir des entrepreneurs ou même tu sais, je coach des directeurs dans certaines entreprises. Puis j'ai fait ça depuis au moins les 7 dernières années, peut-être plus. Puis, ben de le faire avec ma fille, ben je trouve ça encore plus... Ben c'est tout le temps valorisant, puis j'apprends tout le temps de mes mentorés. J'apprends autant qu'ils apprennent, puis je pense que j'aime plus ça qu'eux autres, des fois. Puis de le faire avec Laura, bien, je pense que c'est encore un plus parce que je la vois grandir aussi là-dedans. Puis, tu sais, elle est impliquée depuis qu'elle est toute petite, puis je sais qu'elle aime ça. Mais d'avoir cette chance-là de la mentorer puis de lui faire partager à vitesse grand V mon expérience, ben c'est encore plus le fun. Bien, c'est beau de voir ça. Je vois vos petits yeux brillants en racontant ça. Puis, tu sais, pour nous, c'est comme un peu la normale, dans le sens que, ben, on travaille, évidemment, les transformateurs alimentaires, les producteurs alimentaires, c'est beaucoup des familles, souvent. Donc, on le voit chez nos clients. On peut échanger avec eux. Tu sais, ça, c'est vraiment le fun. Puis, c'est sûr que moi, ce que j'entends énormément, c'est, oui, là, il faut se faire coacher par notre famille, puis il faut apprécier, il faut sortir un petit peu du pattern mère-fille, puis d'être capable de réfléchir à, qu'est-ce que, professionnellement, là, mettons qu'on enlève tout le reste de notre relation, qu'est-ce que je peux apprendre de cette personne-là, puis, tu sais, cette carrière-là que mon parent a. Également, c'est bon aussi d'aller chercher d'autres mentors. Puis ça, c'est ultra valorisant, autant juste pour avoir d'autres approches qu'on n'a pas appris, surtout quand on a baigné dans le domaine entrepreneurial toute notre vie. Des fois, il va y avoir d'autres approches complètement différentes que ce que nous, on a appris. Puis c'est de cette façon-là qu'on va être encore mieux, dans le fond, qu'on va être encore meilleur puis qu'on va être plus efficace au final. Je pense que tu l'as vécu aussi avec ton père, là, également. Toi, tu es allé chercher d'autres mentors aussi. Oui, parce que c'est l'entreprise familiale aussi que toi, tu as connue, Marie, de ton côté avant. Oui, bien, mon père a toujours... moi, je suis née dans un rang de pommes de terre. Mon père, il il était producteur puis commercialisait des pommes de terre pour d'autres producteurs. Fait que moi, ma jeunesse, là, c'est ça. Puis l'été, j'allais travailler aux ventes avec lui. Puis moi, j'ai toujours valorisé son savoir, puis sa sagesse. Puis j'ai toujours voulu en savoir plus de lui. Mais j'ai aussi eu d'autres mentors à côté dans ma vie qui m'ont appris d'autres choses. Puis quand Laura est partie travailler pour les agences de publicité, je trouvais que c'était un plus parce que moi, je vais lui montrer tout ce que je sais, mais une fois que j'ai montré tout ce que je sais pas, je peux pas lui montrer. Fait que je trouvais que c'était un plus. Puis le bagage marketing qu'elle amène aujourd'hui à l'entreprise, bien là, c'est sûr que ça vient boucler la boucle de notre vision, là, qui était de rendre les produits
jusqu'à marcher, mais avec des stratégies pointues de marketing et de vente. Puis, si vous aviez un souhait pour les marques agroalimentaires québécoises en ce moment, ce serait quoi? Comme un petit mot de la fin d'espoir? Tu sais, il ne faut pas voir le contexte comme négatif puis trop gros. Tu sais, des fois, on entend tellement des choses, tu sais, dans les nouvelles qu'on se dit, bien, c'est comme un peu, tu sais, le marché immobilier. Là. Par exemple, j'ai des amis qui disent, bon, je ne serais pas capable d'acheter une maison, je ne serais pas capable. Même chose un peu en agro. Tu sais, on se dit, bon, mais je ne serais jamais capable de me lancer une marque, c'est trop difficile, ça coûte trop cher, c'est trop compliqué. Quand on s'entoure comme il faut, quand on regarde vraiment en profondeur c'est quoi les opportunités, bien, on est capable de cerner certaines choses que nous-mêmes, on peut répondre là, à. Donc, je pense que c'est de ne pas s'arrêter aux nouvelles. D'accord avec ça, Marie? Oui, d'accord. Parfait. Bien, merci beaucoup, les filles, de votre partage ce matin. Puis bon succès à Du jour. On va vous suivre avec grand intérêt. Merci.